7h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. L'invité du grand entretien ce matin, c'est François Villeroy de Galhau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de l'économie. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France. C'était hier réunion de la Banque Centrale Européenne avec des taux qui sont inchangés, des perspectives économiques qui sont assez molles. 1% pour 2026, l'inflation qui sera inférieure à l'objectif, donc en dessous des 2%. Pas de baisse des taux hier. Est-ce que ça veut dire que c'est pour la prochaine réunion ? Alors d'abord, nous avons évidemment discuté dans un environnement qui est extrêmement incertain de nos perspectives de croissance et d'inflation. Avec un petit paradoxe, Laure Closier, c'est que nos prévisions sont quasi stables par rapport à celles du mois de juin. On a un peu remonté la croissance 2025, un petit peu baissé celle de 2026, vous l'avez dit. Et puis l'inflation, elle est autour de notre cible de 2%. On est exactement à 2,1 aujourd'hui. Ça, je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. L'inflation, c'était le souci numéro 1 des Européens il y a encore 2 ans. On a réussi à vaincre l'inflation sans provoquer de récession. Alors après, l'environnement, évidemment, autour de nous est très instable, alors même que notre prévision est plutôt stable. Il y a un paradoxe que nous avons partagé, et donc nous avons beaucoup discuté des risques. Et c'est normal, je crois que prétendre avoir des certitudes dans un environnement aussi incertain, ça serait ridicule. Alors sur les risques, nous avons été plusieurs, dont moi, à souligner les risques plutôt à la baisse sur l'inflation dans le futur proche. Il y a notamment 2 facteurs de baisse possible de l'inflation sous la cible des 2%. C'est l'appréciation de l'euro contre le dollar. Là, je vous donne un chiffre qui est assez simple. Chaque fois que l'euro s'apprécie de 3 centimes contre le dollar, c'est à peu près ce qu'on a vu depuis le mois de juin, plus 3 centimes, ça fait 0,1% d'inflation en moins. Au moins 0,1% d'inflation en moins. Et puis, il y a un second élément dont on a beaucoup discuté, c'est la montée des importations chinoises. Alors, qui sont des importations à relativement bas prix. Ça aussi, ça contribue à peser sur l'inflation. Et quand on regarde, ce sont des chiffres de la Banque de France, depuis 1 an, les 3 derniers mois 2025 comparés à la même période en 2024, les importations chinoises ont augmenté de 12%. Donc vous voyez, c'est assez significatif. Donc il faut baisser les taux. Alors, je n'ai pas dit ça, alors Closier, je vais essayer d'être précis. Par ailleurs, nous avons regardé s'il y avait des risques d'inflation à la hausse. Bon, alors, en tout cas, je crois qu'il y a maintenant quelque chose qui est clair, c'est que le protectionnisme américain et l'accord qui a été conclu avec les États-Unis fin juillet n'entraînera pas, lui, d'inflation supplémentaire en Europe. Donc, pour le dire autrement, les risques à la hausse sur l'inflation me paraissent plus faibles que les risques à la baisse. Je dis bien d'inflation en Europe, parce que si on regarde aux États-Unis, vous l'avez peut-être vu hier, mois après mois, l'inflation américaine elle a plutôt tendance à augmenter. Pourquoi ? Parce que ce sont les consommateurs américains qui, in fine, vont payer le prix des tarifs décidés par l'administration Trump. Alors, pour finir sur ce que nous allons faire sur les taux, ça veut dire que plus que jamais, nous devons montrer ce que j'appelle un pragmatisme agile. Ça veut dire quoi ? Pragmatisme, c'est que nous déciderons en fonction des données et des prévisions, et agile, c'est qu'il faut être prêt à bouger s'il le faut. Rien n'est prédéterminé à l'avance, mais il est tout à fait possible qu'il y ait une autre baisse de taux dans les réunions qui viennent. Je crois que de ce point de vue-là, peut-être l'interprétation des marchés hier a montré une certaine exagération dans l'interprétation restrictive, me semble-t-il. D'accord, on fera l'interprétation qu'on en veut. En tout cas, ça intéresserait peut-être de près la France. On voit ce matin que nos chiffres de croissance, ce sont les chiffres de l'INSEE, la croissance repart un petit peu, mais c'est quand même relativement molle, que la consommation est assez faible, qu'on a du mal de ce point de vue-là à consommer, on épargne énormément. La France a intérêt à cette baisse des taux, mais est-ce que les autres pays, comme l'Allemagne, nous regardent différemment et eux ont une interprétation globale économique très différente ? En gros, est-ce qu'il y a des combats au sein du Conseil des gouverneurs entre les Allemands, les Français et les Italiens, ou est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Alors, il n'y a pas de combat, il y a des discussions. Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas de discussion entre nous, ça ne serait pas la peine d'aller à Francfort passer 2 jours de travail intense. Et ça n'est pas prédéterminé par les situations nationales. Le devoir de chacun d'entre nous, c'est de regarder la situation de l'euro dans son ensemble.
Vous savez, l'euro, c'est un formidable succès. Il est soutenu par plus de 80% des citoyens européens. Donc ça nous crée une obligation à nous, banquiers centraux. Nous sommes comptables de la confiance que 350 millions d'Européens placent dans l'euro. Au passage, nous accueillions hier et avant-hier, pour la première fois, le gouverneur de la Bulgarie, puisqu'il va y avoir un 21e État qui a choisi de rejoindre l'euro. Quand vous regardez la situation allemande, puisque vous l'avez cité, il y a une croissance qui est aussi assez faible. Bon, donc il peut y avoir des différences entre les pays, mais nous avons une discussion d'ensemble, et c'est une discussion qui est ouverte. Et je crois que c'est la bonne chose, encore une fois, d'être ouvert, curieux, prêt à différents scénarios dans un environnement très, très instable. Vous savez, il y a une formule qu'on a souvent employée, c'est « nous sommes dans une bonne position aujourd'hui ». Nous sommes dans une bonne position. Pourquoi ? Parce qu'on a vaincu l'inflation sans provoquer de récession et de montée du chômage. Or, souvenez-vous, ça, c'était la grande crainte. Bon, ça, c'est une bonne position. Mais ça ne veut pas dire une position confortable, figée, où on se dit, on s'arrête là et on ne regarde pas, au contraire. Pas de catastrophe économique dans la zone euro, mais cette politique commerciale protectionniste de Donald Trump qui va coûter 0,7 points de PIB à la zone euro d'ici 2027. Mais il n'est pas le seul responsable, Donald Trump, de nos problèmes européens. Nous avons nos problèmes internes, la croissance, oui, mais aussi les freins, avec ce rapport Draghi qui est devenu un évangile. On en parle quasiment 10 fois par jour ici. Seulement 10% a été mis en place depuis un an. Sur quoi on accélère ? Quelle est pour vous la priorité ? Bon, d'abord, une première chose, je crois que les nouvelles politiques américaines sont des politiques qui sont mauvaises pour l'inflation aux États-Unis, je l'ai dit, plus d'inflation, et qui sont mauvaises pour la croissance partout dans le monde. Vous avez cité une estimation à moins 0,7 cumulée en Europe. Il y a aussi des estimations encore plus négatives sur les États-Unis ou dans d'autres régions du monde. Mais là où je vous rejoins, c'est que la politique américaine, elle est ce qu'elle est. Il faut discuter le moins mal possible d'un accord commercial. Mais ce qui dépend de nous, c'est la politique européenne. Or là, nous avons des vrais leviers d'action pour muscler la souveraineté économique en Europe, la croissance, l'innovation, et pour muscler la souveraineté financière. C'est notre capacité à mobiliser notre première ressource qu'est l'épargne. Et là, on ne va pas assez vite. On ne va pas assez vite. Il y a sur la table, depuis l'an dernier, 2 rapports excellents, dans le diagnostic et dans les propositions, très convergents. 2 anciens premiers ministres italiens, c'est l'État au mois d'avril et Draghi, effectivement, au mois de septembre, ça fait un an. Il y a des intentions depuis, mais il n'y a pas encore assez d'action. Alors, moi je plaide vigoureusement, je l'ai redit hier, nous en avons d'ailleurs, il y a accord total du Conseil des gouverneurs, pour qu'il y ait aujourd'hui une date mobilisatrice. Il y a longtemps, Jacques Delors, il avait mis sur la table la date du 1er janvier 1993 pour faire le marché unique, puis le 1er janvier 1999 pour faire la monnaie unique. Ça a été 2 grands succès. Il faut, je crois, une date. Ursula von der Leyen a évoqué à Strasbourg, mais encore peut-être un peu trop discrètement, la date de 2028. Pour un marché des capitaux unique. Pas seulement, pour approfondir le marché unique, parce que le marché unique européen, sur le papier, il pèse autant que le marché unique américain. Et il est beaucoup moins attractif. Pourquoi ? Parce qu'il est cloisonné avec plein de séparations internes, notamment sur les services. Et puis, il faut faire ce qu'on appelle l'union d'épargne et d'investissement. J'en ai parlé d'ailleurs hier soir dans un discours public. Nous avons beaucoup plus d'épargne que les Américains, mais nous avons beaucoup moins de fonds propres, d'actions, de capital risque pour nos entreprises et du coup beaucoup moins de capacité d'innovation. Là, il y a quelque chose évidemment qui ne va pas et il faut se muscler financièrement. Sur le 28e régime, toutes les entreprises le demandent. On ne va pas assez vite. Est-ce qu'on peut être optimiste sur cette question ? Est-ce qu'on va réussir à avancer sur cette demande qui freine beaucoup d'entreprises ? Je crois qu'en tout cas, il faut être déterminé et effectivement aller plus vite. Je crois qu'il y a des intentions du côté de la Commission, mais maintenant, il faut passer à l'action. Il y a ce qu'on appelle le 28e régime, c'est-à-dire la capacité notamment pour une entreprise qui se crée d'enjamber ses cloisons internes, ses différents régimes de droit des sociétés, d'insolvabilité, etc. Il y a la supervision unique en Europe des fonds de pension. Pourquoi ? Et des fonds de capital risque. Pourquoi nous avons des fonds qui sont beaucoup trop petits par rapport aux fonds américains ? Résultat, quand une entreprise grandit, elle a tendance à passer avec des capitaux américains.
Et chacun des fonds en Europe est à la taille nationale. Il faut passer à la taille européenne avec un superviseur européen. Sur la politique française, François Bellotte-Gallo, à chaque fois qu'un gouvernement tombe, votre nom revient, soit pour faire un gouvernement technique à la Mario Draghi, soit pour être ministre de l'économie. 1, est-ce que ça vous fait plaisir? 2, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes vraiment posé la question d'y aller ou c'est toujours un refus catégorique? Alors, Laure Closier, d'abord, cette question n'est pas totalement nouvelle. Je ne sais pas si je vous remercie de me la poser à nouveau. À chaque gouvernement qui tombe. Et je vais vous faire la même réponse. C'est souvent. À chacun sa place. La mienne est à la Banque de France. C'est là que j'espère être utile pour nos concitoyens, avec les 9000 hommes et femmes de la Banque de France. Nous avons des missions très importantes de réduire l'incertitude, d'assurer la stabilité des prix et la stabilité financière. Croyez-moi, dans l'environnement très incertain où nous sommes, c'est plus important que jamais. C'est là qu'est ma place. L'assainissement des finances publiques, ça doit rester un cap pour Sébastien Lecornu qui vient de prendre ses fonctions. Bien sûr. Bien sûr, nous avons peu parlé de la France et la question a été posée à Christine Lagarde hier. J'ai expliqué à mes collègues voilà le déroulement juste des événements politiques. Mais il y a une attention de tout le monde à la situation budgétaire française. Le plus tôt nous traiterons notre problème budgétaire, le mieux ça sera. Pour le dire à l'envers, le plus nous attendons, le plus difficile les remèdes in fine seront. Donc la France doit traiter son problème budgétaire. J'ai quand même une bonne nouvelle, Laure Closier, ce matin. C'est que non seulement la France doit, mais la France peut traiter son problème budgétaire. Beaucoup de nos voisins européens y sont arrivés, ils avaient des difficultés. Et je ne parle pas seulement de l'Allemagne. Regardez le Portugal, regardez les pays nordiques, regardez même l'Italie, qui aujourd'hui arrive avec une signature, une qualité de crédit équivalente à la nôtre. Et si elle baisse justement ce soir avec la notation de Fitch, c'est attendu? Écoutez, nous verrons ce que donnera l'évolution des notations, mais la France doit traiter son problème budgétaire et le plus tôt sera le mieux. Merci beaucoup François Bellotte-Gallo d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.